regarder la rediffusion plutôt, plus tard si vous la regarder plus tard. On avait des petits problèmes techniques sur la gestion on va dire des horaires sur LinkedIn. C'est pourquoi on a 5 minutes de retard. Aujourd'hui, une nouvelle session sur la partie After Work. Aujourd'hui, c'est pas After Work, c'est plutôt Mid Work, parce qu'on le fait à midi. Et on a le plaisir d'accueillir Guillaume Mazzolier, pardon. Et merci Guillaume de nous rejoindre aujourd'hui. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, bonjour à tous et puis merci de me recevoir. Je suis très content d'être là et de pouvoir discuter avec toi pendant une petite heure. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a un sujet important parce qu'on a deux piliers qu'on va essayer de dépiler. On a le premier pilier qui est le staff engineering et puis on a le deuxième pilier qui est la partie SRO et observabilité. Donc, on était en train de parler en off sur, on va dire, le titre de staff engineering et comment ça évolue en France. On était en train de dire comme quoi c'est sur le contenu anglo-saxon, on a suffisamment de contenu, on a suffisamment de culture sur autour du rôle, autour du poste, mais côté francophone, on n'en a pas assez. Avant de parler de tout ça, est-ce que tu veux nous dire des petits mots sur toi, Guillaume? C'est toi? Ouais, pas de souci, je peux commencer comme ça. Donc moi, j'étais diplômé en 2010. Donc voilà, ça fait un peu plus de 15 ans maintenant. Ouais. C'est bizarre de le dire, mais c'est quand même la vérité. Donc 15 ans que je bosse. J'ai commencé ma carrière dans les opérations. C'était très rigolo parce que j'étais en prestation chez un grand opérateur téléphonique, un des trois grands opérateurs téléphoniques qui existait à l'époque. Et faire des opérations à cette échelle-là, c'était un peu le saut dans le grand bain, parce que c'est un truc qui n'existe pas à l'école, quoi. À l'école, on fait nos petits projets, maximum on est 2 ou 3, et c'est rigolo. Et la notion de production n'existe pas. Donc tout d'un coup, arrivé en stage, découvrir une production qui supporte des milliards et des milliards de contrats et des millions d'utilisateurs, etc. C'était un peu rigolo. Et finalement, ça a pas mal coloré ma carrière où je suis parti des opérations et j'ai suivi un petit peu les tendances qui se sont faites autour du DevOps. Forcément beaucoup marqué par le cloud d'abord, après l'apparition des SRE et beaucoup de travail à ce moment-là sur Kubernetes aussi, et ensuite platform engineering. Donc voilà, j'ai un parcours comme ça où j'ai fait plusieurs missions au sein de la même boîte. Après, j'ai changé de boîte première fois, et là, ça fait 4 ans et demi que je suis chez Back Market, que j'ai rejoint comme SRE d'ailleurs, avec un gros focus sur la gestion des incidents et l'observabilité. Et je suis ensuite passé un an et demi après, je suis passé staff engineer, sur toute la partie plateforme principalement, mais voilà, après, en tant que staff engineer, on essaie de rester un petit peu agile et d'être capable de répondre aux besoins là où ils sont dans l'entreprise. Ouais, donc, tu as commencé par la prod dès le premier jour de ta carrière. Absolument. Ouais. Absolument, mais un peu à l'ancienne, avec des outils de ticketing que les équipes se passaient les uns les autres pour un incident. Non, c'est pas chez moi, c'est chez les copains. Hop, je renvoie le ticket, et puis en fait, ça revient parce qu'en fait, c'est peut-être chez toi. Et ouais. Ouais, c'est intéressant de savoir parce que pour moi, dans ma tête, quelqu'un qui est en prod n'est jamais ingénieur. Alors, comment tu as réussi à convaincre les gens pour te mettre dans un poste de production dès le premier jour? Euh, En fait, c'était vraiment différent à l'époque dans le sens où il y avait, alors déjà, énormément du développement était outsourcé auprès des grandes ESN françaises et mondiales. Hmm. Et c'est des gens qui n'avaient pas du tout accès à la prod. Donc en fait, c'est des gens qui packagent plus ou moins correctement des applis Java, et que nous, on déploie sur des gros serveurs d'applications à l'époque, des WebServer, des WebLogic, etc., un truc qui ne doit plus vraiment exister. Euh, et du coup, on se retrouve à opérer des choses, on n'a jamais vu le code et on ne peut pas le voir, en fait, on n'a pas accès au code. Donc, c'était un peu, je pense, l'enjeu des serveurs d'application à l'époque. On essayait de définir quelques interfaces, on appellerait ça des interfaces. Aujourd'hui, combien, je sais pas, ton pool de connexion à la base de données, combien tu veux de trucs, combien de threads, combien de mémoire, combien de CPU, etc. Et on est vraiment à la marge, quoi. Et en plus, on est d'astreinte là, sur ces choses-là. Donc, ça veut dire que des fois, on est appelé, toi, tu es là, écoute, je peux le redémarrer, et sinon, je peux revenir à la version précédente. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai, quoi. Euh, donc, ça ferait hurler tout le monde aujourd'hui, quoi. Mais c'est bien de se rappeler aussi, et je suis assez content d'avoir connu ça en début de carrière, parce que du coup, j'ai une vision assez précise de d'où naît le mouvement DevOps, et pourquoi on parle de You Build It, You Run It, et pourquoi c'est important d'avoir les gens qui codent, qui ont aussi accès à la production, au comportement en production. Hmm. Et c'est pareil, j'imagine qu'on va parler un peu d'observabilité, mais c'est hyper important parce que quand on commence,
À l'époque, on a quelques sondes qui vont tester si le process il est vivant, c'est tout, quoi. Et on n'a pas du tout d'infos, d'observabilité sur ce qui se passe. On a des logs, quoi. On n'a pas de métriques, on n'a pas de traces, on peut pas profiler, on peut pas. Ouais. Donc tu as commencé plutôt le platform engineering avant que ça devienne cool, en quelque sorte. À l'époque, ça qualifiait pas vraiment du platform engineering. On essayait de répondre en fait aux mêmes problématiques, mais avec des outils qui étaient très différents. Puis il faut se rendre compte aussi, moi, quand je commence ma carrière en 2010, SFR est en train de commencer à réfléchir à passer sur des serveurs virtuels. On n'était que sur des serveurs physiques. D'accord. Parce qu'à l'époque, You Build It and Own It, c'est plutôt un concept de DevOps, j'imagine. C'est-à-dire que tu construis le produit et après, c'est à toi de le monitorer, de le maintenir. Ouais. Alors, donc, ce principe-là, moi, pour les 3 premières années de ma carrière, il n'existe pas, j'en ai pas entendu parler. Je ne sais pas quand ça apparaît aux États-Unis, ça doit être avant ça, hein, j'imagine que c'est dans les années 2000. ouais, je crois que c'est Amazon qui l'a lancé. Amazon ont été très pionniers sur ce genre de choses, et ainsi qu'avec des interfaces très définies par des contrats d'API et pas par des humains qui se parlent. Parce que les humains qui se parlent, c'est chouette, mais ça passe pas à l'échelle. Ça passe pas très bien à l'échelle. Ouais. Avant de partir dans tous ces détails-là de production, on a commencé le sujet avec le staff engineering. Alors aujourd'hui, c'est quoi le staff engineering? C'est un poste, c'est une catégorie de poste, c'est des positions, c'est quoi exactement si on veut le définir pour quelqu'un qui n'a jamais entendu le terme? Ouais. Alors, c'est un intitulé de poste, et c'est même plutôt une série d'intitulés de poste, parce qu'en fait, quand on dit staff engineering, c'est souvent staff, c'est le premier niveau de cette nouvelle catégorie de poste. Donc, c'est quand on est senior ingénieur, qu'on veut continuer à évoluer et qu'on n'a pas envie de faire de management, souvent, c'est la track qui s'ouvre à nous. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est de la contribution individuelle comme senior engineer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de tech leadership, une grosse composante. Et donc après, on retrouve tout ce qui est staff engineer, senior staff, principal, et les plus rares, distinguished, fellow, etc. Et du coup, c'est quoi la différence entre un staff engineer et un engineer and manager? Qu'est-ce qui différencie les deux si on... Alors, c'est un peu comme SRO à l'époque, hein, chaque entreprise a un petit peu son implémentation du staff engineering. Donc, ce que je vais dire ne sera pas vrai partout. Mais un des principes assez forts, normalement, quand on est staff, c'est qu'on manage personne. Donc, on ne va pas de people management. Donc, ça veut dire qu'on a une grosse partie de notre agenda qui se libère, parce qu'on n'a pas besoin de gérer la carrière d'autres ingénieurs. On n'a pas cette charge mentale, et on n'a pas besoin d'être présent, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec des gens, on travaille majoritairement avec des gens, mais on n'est pas responsable de leur carrière. On peut aider, par contre, avec du coaching, du mentoring, etc. Mais voilà, pas de management. Par contre, assez vite, on a tendance à être beaucoup plus transverse. C'est-à-dire qu'un engineering manager, son scope, c'est une équipe, c'est son équipe. Staff engineer, souvent, il va être en partenaire avec un manager qui va gérer plusieurs équipes. 3 équipes, 5 équipes, 10 équipes, ça va dépendre. Et donc, on a une vision technique. On connaît aussi les gens qui participent et tout dans tous ces différents scopes, mais on a une vision beaucoup plus transverse qu'un IM traditionnel, parce que justement, on travaille avec plusieurs scopes. Et donc, on est capable d'amener des nuances ou de faire le lien entre des gens qui ont peut-être des fois du mal à percevoir les problématiques de l'équipe d'à côté, etc. Ouais, quand on dit qu'on a on va dire, une capacité d'être transverse, de comprendre ce qui se passe dans l'organisation, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas devenir staff engineer si on n'a pas une vue qui est un peu reculée, qui est globale sur tout ce qui se passe dans l'entreprise, tout ce qui se passe dans l'organisation? Est-ce que c'est un prérequis qui est demandé pour être... Ouais, je pense que c'est une qualité qui est très importante, c'est cette capacité à réfléchir, à prendre un pas de recul, à voir large, réfléchir en système, beaucoup aussi. Parce que être transverse, ça ne veut pas dire que tu es capable de maintenir dans ta tête à chaque instant l'état exact de toutes les composantes et de tous les sous-scopes et de tous les... forcément, tu es moins spécialiste d'une équipe qui est spécialisée, je ne sais pas, sur le shipping, par exemple, parce que tu envoies des produits, etc. Ils vont avoir une profondeur de connaissance sur ce périmètre qui est bien supérieure à ce que tu peux avoir. Par contre, toi, il faut que tu sois capable de comprendre la place de ce périmètre dans la création de valeur de l'entreprise et comment il va s'interfacer avec les autres équipes, quels sont les besoins des autres équipes vis-à-vis de ce périmètre, etc. etc.
Donc, c'est vraiment ça qui est clé. Donc, quand on parle d'une vision qui transverse, d'une vision qui est globale, j'ai tendance à réfléchir, et cette fois de me corriger si je dis des bêtises, c'est que quand on est un ingénieur de production, on est plus qualifié qu'un ingénieur de développement, parce que quand on est en production, on a une vie qui est déjà bas niveau, système, et on a une vue qui transverse sur la plateforme. Est-ce que ça veut dire Ouais. que les devs ils sont moins qualifiés pour passer en staff ou Non, je crois pas. Je crois pas, parce que même si tu réfléchis, tu as des gens qui sont, gardons ce terme d'ingénieur système, on va avoir des gens qui vont bien aimer connecter un petit peu les points entre eux, essayer de voir comment à l'échelle ça se passe, et il y a des gens qui vont être plutôt dire ok, non mais moi ce que je veux c'est aller voir dans le kernel qu'est-ce qui se passe, je veux profiler mon application, regarder les syscalls, etc., et vraiment débugger le truc, et c'est pas forcément des gens qui vont être attirés par l'aspect vraiment transverse. À l'inverse, des développeurs, ça dépend aussi de la complexité du système sur lequel tu travailles. Des fois, tu vas vraiment être un super expert de ce que tu fais. Mais en fait, une grosse partie du travail de développeur, c'est de t'interfacer avec d'autres équipes, d'autres utilisateurs. Et donc, en fait, dès que tu as des interfaces, tu crées un système et tu commences à avoir besoin de réfléchir sur ces aspects-là. Ouais. Donc, si on prend l'exemple d'une carrière normale d'un développeur, il peut commencer junior, confirmé, senior, et puis l'étape prochaine, ça va être staff engineer, c'est ça? Staff engineer developer, quelque chose comme ça. Ouais, alors aujourd'hui, moi j'aurais plutôt tendance à considérer que c'est pas une évolution logique, dans le même sens que maintenant on considère que devenir manager, c'est pas une évolution logique. Senior engineer, c'est ce qu'on appelle maintenant un niveau terminal. Je sais pas si le mot est hyper bien choisi, mais ça veut dire, dans l'idée, quand tu arrives, tu es junior dans une entreprise, si au bout de 2 ans, 3 ans, tu n'as pas de promotion ou tu n'es pas en discussion pour avoir une promotion, c'est probablement qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Tu es junior, on attend de toi que tu aies une promotion. Tu dois progresser, et donc, voilà, normalement, ça mène à une promotion. Une fois que tu es senior engineer, je pense vraiment que c'est OK de faire toute sa carrière ici. Je pense qu'on a aussi de plus en plus d'entreprises qui commencent à débloquer les salaires pour les senior engineers, et donc ça devient vraiment OK de faire sa carrière à ce poste-là, et on n'est pas en train de se fermer des opportunités ou de se tirer une balle dans le pied en termes de rémunération, etc. Moi, je vois ça vraiment comme un Y. Donc, tu arrives, tu es staff engineer, tu es ici, au sommet de vraiment de la contribution individuelle. Soit tu vas vers le management, soit tu vas vers le technical leadership, qui serait le staff engineering. Et ce qui va te permettre de trancher sur la voie à choisir, ça va être beaucoup plus, est-ce que tu as tendance à gérer les gens, ou tu veux continuer dans le technique, c'est ça un peu le... Ouais. Oui. Ça dépend à quel point tu es attaché à la contribution individuelle. Quand tu es staff, il y a des chances que tu en fasses encore, même si c'est pas, il faut vraiment pas se projeter dans la contribution individuelle comme quand tu es senior engineer, parce qu'une des grosses contraintes, par exemple, que quand tu es staff, c'est que tu fais t'es sur beaucoup de sujets en parallèle, tu vas faire beaucoup de context switching, et tu as du mal à garantir ton temps à un instant donné. C'est très difficile de dire à un autre ingénieur, par exemple, je serai dispo de 10 à 12 la semaine prochaine, le jeudi par exemple. Et donc du coup, tu vas plutôt contribuer sur des trucs qui sont dans le chemin non critique, et donc voilà, c'est pas le même type de contribution. Je pense que ce que tu dis sur la volonté de manager des gens, c'est important, mais surtout un point sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est que tu as utilisé le mot trancher, et je suis pas sûr qu'on ait besoin de trancher en fait. On voit de plus en plus d'exemples de gens qui sont staff pendant 2 ans, manager 3 ans, qui reviennent staff 4 ans, etc. Il y a un article de Charity Major sur le sujet qui s'appelle The Engineering Pendulum, un truc comme ça, qui justement explique que c'est même plutôt une très bonne chose et un atout d'être des fois manager, des fois staff. Parce que autant on peut pas faire le même rôle en même temps. Quand on est manager, on doit plus être la personne la plus senior et sur l'aspect technique. On peut plus le faire parce qu'on n'a pas le temps de le faire en fait. Mais ça veut pas dire qu'il y a un individu en particulier n'est pas capable de faire les deux. Alternativement, tu peux très bien passer de l'un à l'autre. Et ça t'aide même, quand tu es manager, à comprendre comment vraiment mettre à profit le fait d'avoir un partenaire staff et qu'est-ce que tu peux attendre de lui. Et quand tu es staff, comprendre les problématiques des engineering managers et comment tu es le mieux à même de les supporter. D'accord. Si on veut faire une équivalence, parce que ça se entend qu'on a une expertise technique, on est référent, est-ce que c'est un peu correct de dire que
le staff engineer, c'est un peu on va dire, le mot fancy de référent dans une équipe, référent technique sur quelque chose. Alors, il y a des entreprises qui l'utilisent comme ça. Mhm. Il y a je pense que c'est le premier livre qui a été écrit sur le staff engineering par Will Larson. Il définit 4 archétypes qui sont tech lead, solver, architecte et technical right hand. Donc là, tu es vraiment en partenariat avec un senior manager pour lui donner un petit peu de contexte technique. Ouais. Il y en a, nous, par exemple, à Back Market, les tech leads, ils sont pas staff, ils sont senior engineer 2, on appelle ça. D'accord. L'aspect de staff, je pense qu'il ne faut pas chercher sur le référent, mais vraiment, voilà, un mode d'action. Moi, ça m'est déjà arrivé d'intervenir sur un process de recrutement qui n'aboutissait pas au bout de 12 mois, vraiment d'aller regarder, de voir que le profil recherché n'était pas clairement défini, de voir que certaines des interviews étaient, en termes de qualité, pas au niveau qu'on devrait avoir à Back Market. Et donc, on a d'abord fixé ça, et ensuite, on a réussi à embaucher assez rapidement. Ça ne fait pas de moi un référent ni sur le poste qu'on essaie de recruter, ni particulièrement sur le process de recrutement. Mais par contre, voilà, il faut être en mesure de voir quand quelque chose ne marche pas, être capable d'aller dedans jusqu'au fond, voir pourquoi ça ne marche pas, et soit faire les changements soi-même, soit convaincre les gens autour de soi de faire les changements. En l'occurrence, je trouvais que les interviews n'étaient pas au bon niveau de qualité. Moi, je n'avais pas les compétences pour faire des meilleures interviews. Donc, j'ai demandé, on a redéfini les objectifs et qu'est-ce qui marche pas dans une interview. Mais c'est pas moi qui les ai refaites, les interviews. Mais il y a quand même une participation à la décision, à la stratégie de recrutement, c'est-à-dire la stratégie d'entreprise. Il y a en quelque sorte une contribution dans la décision. Ouais. Encore une fois, tu en parlais des différences. En général, les managers, ils ont 2 grosses caractéristiques. Ils managent des gens et ils sont honneurs d'un budget. En général, en staff, tu n'es pas honneur d'un budget non plus. Donc, ce qui est important, c'est que c'est vraiment du leadership par influence. Donc, tu dois nouer des partenariats, travailler avec des gens, convaincre, toujours influencer, convaincre. Et effectivement, à mon sens, les staff engineers, et quand je dis staff engineer, c'est toujours staff plus, staff principal et tous les autres titres autour, ils font partie du leadership. Donc, on doit définir les stratégies, que ce soit les travails de stratégie, travail de vision, on doit être là. C'est pas forcément nous qui donnons le dernier coup de tampon en disant OK, c'est ça qu'on valide et c'est ça qu'on va appliquer, mais on doit être des très gros contributeurs sur ces aspects-là. Ouais, très bien, très bien. On a trop parlé de la définition de staff engineer et en quoi ça consiste son travail en entreprise. J'ai vu que tu as créé l'organisation Staff 42. Tu peux nous en parler un peu? Dire pourquoi le 42? C'est question Bien sûr. d'âge? Non, 42, non. Pas encore, 42 ans, non. En fait, le 42 dans l'industrie, c'est un nom qui revient souvent et c'est, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur du Guide du voyageur galactique, mais c'est toujours la même référence à la fameuse réponse à la question sur la vie, l'univers et le reste. Mais en l'occurrence, pas directement. C'est un peu un hommage à une communauté d'expats qui s'appelait, il me semble, Wild 42. Et on a certains des co-founders de Staff 42 qui ont travaillé à New York en début de carrière et qui ont vachement, qui ont vraiment été marqués par cette communauté qui les a aidés à s'installer à l'étranger. Communauté d'expatriés. Et donc, on a récupéré le 42. Et puis, c'est resté depuis. Il n'y a pas de raison hyper profonde à cette question. C'est quoi? C'est une organisation? Vous faites des meet-ups? C'est ça, c'est une communauté pour l'instant. Mais ça marche très bien parce qu'on a quand même plus de 350 membres. L'immense majorité des membres sont staff engineer ou des titres, parce qu'il y a encore beaucoup de boîtes en France qui n'utilisent pas la nomenclature staff, donc ils vont être tech lead, ils vont être architectes, mais en fait, dans les faits, ils font un boulot de staff engineer, ou en tout cas en grande partie. Et donc, la partie clé de cette communauté, c'est que pour l'instant, on s'est vraiment concentré sur le monde francophone. Tous les échanges se font en français. D'accord. Parce que l'idée derrière ça, c'est qu'il y a pas mal de littérature en anglais sur le staff engineering. Il n'y en a pas en français. Voilà, il n'y en a pas en français. Et le gros problème, c'est pas que les gens... Alors, malgré tout, si, je pense qu'il y a certaines entreprises historiques françaises où tout le leadership ne parle pas anglais. Et donc, les adresser en français, c'est quand même un plus. Mais ce qui nous anime principalement, c'est que quand on écrit en anglais, tout d'un coup, les entreprises américaines deviennent dominantes. Alors, c'est marrant, nous, dans Staff 42, on a quelques-uns des gens qui sont salariés chez des entreprises américaines,
mais c'est pas dominant. Et le problème, c'est que la culture d'entreprise en France et aux États-Unis est différente pour plein de raisons. Et je dirais même entre les États-Unis et l'Europe au global, est différente pour plein de raisons. Donc je sais pas où ça va nous emmener. Probablement qu'on essaiera de devenir un peu plus européen à un moment donné. Mais aujourd'hui, on est assez content d'avoir notre noyau basé sur la francophonie, donc principalement la France, même si pas que. Et d'avoir vraiment quasiment que des staffs. C'est-à-dire, alors on peut avoir quelques managers, on va avoir quelques CTO, des choses comme ça, mais principalement, par exemple, aujourd'hui, c'est sur inscription, on valide les inscriptions à la main. Donc, on évite d'avoir trop de recruteurs, des gens qui viendraient là juste pour poster des annonces et avoir accès à un vivier de recrutement. C'est pas du tout notre objectif pour l'instant. Donc, il y a vraiment une vérification de profil pour voir si le gars ou la dame qui rejoint le truc, il est vraiment staff engineer. Non, encore une fois, on ne met pas de limite. Enfin, on peut joindre, par exemple, un senior engineer qui a la volonté d'orienter sa carrière vers un rôle de staff est le bienvenu. Il y a vraiment pas de problème là-dessus. Et la vérification d'identité, c'est un bien grand mot, hein. Il y a un petit formulaire sur le site staff42.org où tu peux t'inscrire. On te demande une petite description de ce que tu fais, enfin de toi et de ce que tu fais. Et en fonction, on valide ou pas. En vrai, je pense qu'on a un taux de succès, enfin un taux de validation qui est largement supérieur à 90%. Mais l'idée, c'est vraiment juste d'éviter des gens, soit des bots et du spam, soit des gens qui ne parlent pas français, parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, tous les échanges sont en français, ou des recruteurs, ou des gens qui n'ont vraiment pas le profil. On essaye de maintenir quand même un bon niveau de seniorité et des échanges de qualité. Donc, pour l'instant, on ne s'est pas ouvert à des profils qui auraient, je ne sais pas, 1 à 3 ans d'expérience, sauf exception, j'en sais rien. Mais voilà, c'est pas le cœur de cible aujourd'hui de notre démarche. Et donc, c'est des gens qui sont purement techniques, qui sont là pour échanger sur des débats, on va dire, techniques, qui n'ont pas des débats de gestion ou de management. Purement technique, c'est assez marrant parce que le problème, c'est que dès qu'on parle d'architecture, on commence à parler de ways of working, d'organisation, comment organiser les équipes pour faire ça, comment s'assurer, par exemple, qu'on peut être performant sur la durée tout en gardant un rythme qui est encore. Je suis désolé, j'utilise pas mal de mots anglais et Serein, mais sustainable, quoi, de dire. Et ça, c'est des problématiques qui sont vraiment beaucoup discutées dans le monde des staffs, qui sont techniques d'une certaine manière, parce que l'idée, c'est de savoir comment on produit de la technique à l'échelle et sur la durée, de la technique de qualité. Mais ça arrive régulièrement. Au moins 40% des discussions, je dirais, ne sont pas d'ordre purement technique. Et si on veut vraiment avoir des discussions très très techniques, genre sur tel framework ou comment tu as implémenté ça et tout, là on est à peut-être 10% des discussions, mais pas. D'accord, ok. Donc c'est beaucoup plus, on va dire, au niveau du staff engineering. C'est pas vraiment. Ouais, c'est beaucoup des problématiques alors, il y a 2 trucs principaux, je dirais, beaucoup de choses à propos du leadership, parce que finalement, c'est ça qui nous réunit et c'est ça qui est, enfin, quand on devient staff, finalement, c'est ça la compétence qu'on doit apprendre, c'est cet aspect de tech leadership. Et après, ça permet aussi d'avoir un peu un super pouvoir. Par exemple, j'en sais rien, si tu as des questions sur une plateforme d'observabilité de données, tu as accès à 360 staff ingénieurs qui viennent de peut-être 200-250 entreprises différentes en France, à peu près tout l'écosystème des startups scale-up françaises, etc. Et s'ils l'ont implémenté chez eux, ils vont pouvoir te faire les retours avec les avantages, les inconvénients, savoir si la relation, le partenariat commercial se passe bien ou si c'est douloureux. Et ça permet, si tu veux organiser un POC chez toi, ça te permet de débroussailler un champ un champ d'études que tu connais pas et aussi d'avoir une vision qui est moins commerciale, qui est beaucoup plus technique du produit, une vision qui a un retour d'expérience qui est, on va dire, beaucoup plus honnête qu'une pub commerciale. Qui est transparent et honnête. Et le but, et c'est pour ça aussi qu'on essaie de garder la communauté, qu'on a une petite barrière à l'entrée pour la communauté, c'est que la valeur de ces retours que tu as, elle est en proportion de la confiance que tu leur accordes. Et donc, plus tu crées une confiance forte entre les membres de la communauté, plus ces échanges ont de la valeur, en fait.
Ouais, effectivement. Tu as parlé tout à l'heure d'un truc très important, c'est la tech leadership. En quoi ça diffère d'une leadership, on va dire, traditionnelle, normale? C'est quoi, qu'est-ce qui fait de la tech leadership? C'est pourquoi tu as utilisé le terme tech? Ouais, alors après, c'est. Il faut être bien calé pour être techniquement pour avoir le Non, leadership. déjà c'est parce qu'on parle de sujets techniques. C'est quand même le premier point. Après, il y a une distinction qui existe. C'est une discussion qui existe, que j'ai déjà vue. J'ai un collègue, Florent Jaby, qui l'utilise pas mal ces derniers temps. Ça me fait penser à ça. Mais on peut différencier du coup le formal leadership, donc leadership formel. C'est ce qu'on attend des managers. Ils vont assigner du travail, ils vont assigner peut-être des dates, des deadlines, des dates, etc. Voilà. Ils sont en mesure quelque part de donner des ordres, de gérer de la gouvernance, etc. Du leadership informel, où là, on est plutôt sur comment on fait adopter une nouvelle pratique à 100 ingénieurs, 200 ingénieurs, 300 ingénieurs, indépendamment de leur équipe et indépendamment de leur management. C'est pas si simple que ça. On va faciliter des discussions, réunir les ingénieurs qui ont des choses à se dire. On va donner les bonnes pratiques sur les prises de décision. Pareil, dans une organisation tech, comment on organise l'amélioration continue. On fait aussi du mentoring sur des ingénieurs moins seniors, et après tout le travail de vision, et en particulier l'aspect technique sur cette vision. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, dans une boîte comme Back Market, où 100% du business repose sur la technique qu'on fournit dans la boîte et qu'on construit en interne, il n'existe pas de vision commerciale, de vision business sans vision technique. Enfin, je veux dire, ça doit aller ensemble. La vision technique doit supporter la vision commerciale, ou alors à moyen terme, on a un problème. D'accord. Là, pour toi, tu travailles chez Back Market, tu es staff engineer chez Back Market. Back Market, c'est une licorne qui a assez de ressources pour pouvoir, on va dire, tester et adopter certaines technologies, certains paradigmes. Est-ce qu'aujourd'hui, le staff engineering est fait pour ce genre d'entreprise qui doit avoir un minimum ou être assez gros pour avoir assez de ressources, ou c'est quelque chose qu'on peut commencer à l'adopter dès le early stage pour les... Alors, c'est dommage parce que j'ai commencé un travail avec, je t'en parlais tout à l'heure en off, mais j'ai commencé un travail avec Raphaël Tar, qui est aujourd'hui principal engineer chez Ledger, mais malheureusement, pour l'instant, on n'a rien publié, donc je ne peux pas donner le lien, je ne peux pas partager. Ouais. Le point de départ de notre truc, c'est qu'il y a beaucoup de littérature sur le staff en mode comment je deviens staff ou qu'est-ce que je fais une fois que je suis staff. Il y a des livres, il y a des blog posts, etc. Et là, la thèse qu'on essaie d'explorer, c'est pourquoi et à quel moment une organisation a besoin de staff engineer. Et globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est pas forcément que c'est une question de ressources ou quoi que ce soit. Mais quand tu es early stage, que tu as 8 personnes qui travaillent tous ensemble, ils sont tous soit dans le même channel Slack, ils sont tous dans le même bureau, etc. Le contexte, il se partage facilement. Quand tu veux adopter une nouvelle pratique, quand tu veux faire adopter une nouvelle pratique ou peu importe, tu te retournes, tu parles à tes collègues ou tu vas dans le channel Slack où il y a tout le monde et c'est très facile en fait. Les problèmes, ils apparaissent à des échelles supérieures. Quand tu commences à avoir plusieurs équipes qui n'ont pas tout à fait le même agenda ou qui ne se parlent pas au quotidien, etc. etc. Donc, c'est vraiment... Je ne crois pas qu'il y ait un intérêt à créer un rôle de staff early stage parce que ça répond à des problématiques que tu n'as pas encore. Alain, c'est comme si tu me demandais, est-ce que je dois créer un poste de directeur ou de VP dans une boîte early stage où il y a 5 ingénieurs? Oui. Et la réponse, c'est probablement non, parce que tu n'as pas besoin les problématiques auxquelles doivent répondre ces postes-là n'existent pas encore. C'est en quelque sorte tout le monde est staff engineer en early stage. On peut le voir. L'autre manière, l'autre manière, c'est de le voir comme ça, effectivement. Parce que je ne suis pas en train de dire si tu montes une startup, n'embauche pas un staff engineer. Pas de souci. Je veux dire, c'est des gens qui ont beaucoup de seniorité, qui ont beaucoup de recul et qui sont restés relativement proches de la contribution individuelle, donc qui sont au contraire des profils souvent très adéquats à être recrutés en early stage. Mais à mon sens, même si tu leur donnes un titre de staff engineer, qualitativement, le boulot que tu vas leur demander, c'est pas un boulot de staff engineer. D'accord, intéressant. Et
On était en train de parler ça en off. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de. Ça parle trop, staff engineer, sur tout ce qui est FANG et les grandes entreprises américaines. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour adopter ce genre de pratique ou ce genre de paradigme dans les entreprises françaises? On va prendre l'exemple, pas européenne, mais disons françaises. Ouais. Bon, j'ai pas de réponse hyper précise à cette question. Je dirais que c'est un peu la même chose. Pourquoi on a renommé nos admin 6 DevOps, alors qu'en plus, au début du mouvement DevOps, on avait dit c'est une philosophie, c'est pas un poste, et puis après SRE, et maintenant Platform Engineer. Il y a une partie. En fait, c'est ça aussi qui brûle le message, c'est qu'il y a des entreprises qui vont adopter des nomenclatures de postes, de nommage, etc. Parce qu'ils ont vu ça ailleurs, ils ont lu un bouquin, ils ont vu ça ailleurs dans l'entreprise. Mais en fait, si tu ne sais pas ce que tu vas attendre du rôle, c'est compliqué d'avoir une personne et de la mettre sur le chemin du succès, tu vois ce que je veux dire. Si tu lui dis juste, maintenant, t'es staff, ok. Un des intérêts, je trouve, de cette nouvelle nomenclature, avant, on avait des architectes, par exemple. Le boulot d'architecte, les gens qui avaient ces postes d'architecte, il y a de fortes chances qu'ils étaient, dans les faits, ils étaient staff engineer. Mais je trouve que c'est bien aussi d'expliciter que on ne peut pas faire de l'architecture en se limitant au système technique. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent la loi de Conway, etc. Et pour ceux qui ne connaissent pas, très brièvement, c'est une loi qui dit que la structure de tes systèmes d'information va finir par coller aux structures de communication que tu as dans ton organisation. Donc, si tu veux vraiment faire de l'architecture, il faut avoir un minimum ton mot à dire sur comment va être découpée l'organisation, qui va s'occuper de quoi. Si tu as deux choses qui doivent aller ensemble, c'est important, et que tu les sépares dans deux équipes différentes qui bossent, j'en sais rien, une à Paris, une à Londres, ils se parlent une fois par mois, ça va bien se passer. Donc voilà. Donc c'est important de comprendre pourquoi on a besoin de ces postes-là. Je pense que le travail n'est pas encore fait, en tout cas pas en France. Et il faut aussi sortir de j'ai créé ce poste parce que je sais pas, il existe chez Meta, il existe chez Google. Parce que c'est buzz. Parce que c'est le buzz. Alors, mais on sait qu'il y en a plein qui vont être promu staff parce que ça permet d'avoir une nouvelle case dans la grille de rémunération, et du coup on a ce senior engineer, on veut pas qu'il parte. Ouais. On veut absolument qu'il continue à travailler comme il fait parce que c'est comme ça qu'il apporte de la valeur à l'entreprise. Par contre, on n'arrive pas à l'augmenter, et donc on va lui donner un nouveau titre pour pouvoir l'augmenter. Exact. C'est un peu, la même problématique avec le platform engineering, etc. Il faut préparer le terrain pour le poste avant de créer le poste. Ouais, c'est exactement l'intention du travail qu'on a commencé avec Raphaël, de justifier ça d'un point de vue de l'organisation. Pourquoi les organisations ont besoin de ces postes-là et à partir de quel moment, etc. Ouais. On reste toujours sur la même thématique et on répond à la question. Un staff engineer, ça code plus, ou ça a plus de réunions que de code review? Alors, ça va dépendre des staffs et ça va dépendre des moments, mais je pense que en règle générale, il faut s'attendre à ce qu'en tant que staff engineer, tu fasses quand même plus de réunions que de code, et plus de code review que de code. Ça rejoint ce que je disais. C'est très compliqué de se mettre sur le chemin critique d'un projet parce que ton temps n'est pas garanti. En tant que staff, tu peux toujours être tiré à droite à gauche, donc tu peux faire du code. Mon conseil, c'est globalement, en général, ne pas le faire sur le chemin critique d'un projet parce que ça risque de mettre d'autres ingénieurs ou une équipe en difficulté. Par contre, et encore plus maintenant, je dirais, avec les outils, d'IA, si on veut faire des outils à usage interne pour améliorer la qualité de vie de telle ou telle chose, en général, les staffs sont assez bien placés pour avoir le regard transverse nécessaire pour identifier le besoin et la seniorité nécessaire pour utiliser ces outils efficacement et détecter les opportunités, etc. Code review, par contre, ça reste quand même une composante importante. Ça peut être une composante importante parce que c'est quand même une manière de partager de la connaissance et de s'assurer aussi de certains standards, d'une certaine homogénéité dans le code de l'entreprise. Et donc, ça peut être, selon le contexte, ça peut être une mission relativement importante. Mais est-ce qu'il faut toujours maîtriser la code base du projet, la code base de l'organisation, et de rester un peu en veille? C'est pas pour moi, c'est pas l'objectif principal. Quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à faire en tant que staff, il faut apprendre à être à l'aise avec l'ambiguïté.
C'est-à-dire qu'il faut être capable d'avoir de l'impact et d'être capable d'apporter dans une code base, même si tu la connais pas entièrement. Parce que, de toute façon, encore une fois, c'est pas valable pour toutes les implémentations de staff qui existent, mais c'est celle que moi je connais le mieux et celle que je défends. Comme tu vas être sur un périmètre beaucoup plus large, tu pourras pas rentrer dans le... Enfin, mettons que tu sors d'une équipe, tu te retrouves à travailler avec 5 équipes, par exemple, tu peux pas avoir la même profondeur de connaissance sur 5 codebases que sur une seule, où tu étais à plein temps. Sachant que là, tu peux pas être à plein temps parce qu'il y en a 5, et en plus, on te demande d'autres choses en plus. Et donc, voilà, c'est un peu comme quand on devient un manager d'une équipe de 8 équipes, on peut plus être le tech lead de l'équipe, ça n'a pas de sens. On n'a pas le temps, et en plus, en plus, il faut vraiment réfléchir en termes système. Il faut pas se rendre indispensable. Et donc, c'est-à-dire que faire grandir les gens, donc les faire progresser, coaching, mentorer. Et donc, sinon, on occupait une place de tech lead et de référent, etc. Il faut absolument qu'on trouve quelqu'un pour remplir ce rôle ou qu'on fasse grandir quelqu'un dans ce rôle. C'est hyper clé dans une démarche de staff engineer pour moi. D'accord. Et quand tu vas parler de prise de décision et de choix technologiques, là, tu as parlé, il faut avoir toujours une vision qui est système, avoir cette vision de performance, de direction, etc. On entend souvent parler de ce conflit-là entre les développeurs et les stakeholders, qui ont deux visions différentes, même pour les choix technologiques, par exemple les choix de cloud provider, etc., des outils, etc. Est-ce que tu vois que le staff engineer a beaucoup plus de poids dans la prise de ce genre de décision parce qu'il comprend les deux côtés, il comprend la vision globale, puis il comprend les défis techniques, ou c'est vraiment décorrélé de sa mission et pourquoi il y a... Non, c'est en plein dans la mission. Les staff engineers, ils ont, alors déjà, ils ont un peu un pied des deux côtés et ils ont une meilleure compréhension en général des besoins des stakeholders et ils ont aussi une meilleure relation de confiance avec les stakeholders. Ils se connaissent mieux en fait, tout simplement. Et donc, ils ont ces enjeux. Par exemple, quand tu changes de cloud provider, des fois c'est une raison, des fois c'est une raison technique, et des fois c'est une raison parce que j'en sais rien. Tu vois, le COMEX de ton entreprise est en train de nouer un partenariat à long terme avec le cloud provider qui porte sur l'infrastructure cloud, c'est une chose, mais sur d'autres trucs aussi. Et alors, ça dépend de l'entreprise et le niveau de transparence qu'on veut avoir avec les ingénieurs, mais ça peut avoir du sens de ne pas prendre le temps d'expliquer le détail à tout le monde, mais ça peut causer des décisions que des fois les ingénieurs ne comprennent pas. Ouais, je sais que vous avez un retour d'expérience sur ça chez Back Market. Vous avez switché de cloud provider. Nous, on a changé de cloud provider, ouais. Et par exemple, il y avait des raisons vraiment de qualité de partenariat, mais il y avait aussi des raisons, par exemple, nous, Back Market, on est très attaché à la neutralité carbone, et on est dans une démarche écologique, on est une boîte à mission, et c'est le cœur de notre mission, de réduire les émissions de CO2, nous en particulier sur l'achat de matériel électronique, mais on a d'un côté Amazon qui nous dit on sera peut-être neutre en carbone en 2050, mais en attendant, on n'a pas vraiment de plan et on ne publie pas nos chiffres, globalement. Je caricature un petit peu. Et côté Google qui me disait, nous, on va être neutre en carbone en 2030, on publie nos chiffres en détail, scope 1, scope 2, scope 3, etc. Par produit, par région, vous avez l'intensité de la grille de chaque région, donc vous savez, vous pouvez choisir la région sur laquelle vous allez émettre le moins de carbone, etc. Voilà, c'est des choses qui sont importantes pour nous. Ok. Juste une dernière question sur 42 avant de passer pour parler d'un peu d'observabilité et plateforme engineering sur Back Market. Aujourd'hui, que la communauté 42, c'est présent sur LinkedIn, YouTube, vous avez des contenus, comment on peut retrouver Staff 42, on ne va pas confondre avec 42 parce que c'est un réseau d'écoles. Oui, alors, je crois qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais on organise des meet-up assez régulièrement. On existe depuis 2 ans et on doit en être à 8 ou 9. Et on a aussi, où j'invite tout le monde à nous rejoindre. C'est pas forcément très connu, mais il y a ce qu'on appelle les BOF le jeudi soir, donc Bird of a Feather à Devox France. C'est le jeudi soir et c'est gratuit en fait. On peut arriver à partir de je sais plus quelle heure, faut regarder, mais en fait on peut rentrer gratuitement à partir d'une certaine heure et ces sortes de meet-up sont accessibles du coup gratuitement. Donc ça, c'est un rendez-vous annuel qu'on a.
Et donc Et c'est après, présentiel à 100%? Ouais, c'est présentiel à 100%, mais on choisit justement Devox France parce que c'est un moment dans l'année où il y a beaucoup de gens qui viennent sur Paris, même des non-parisiens, Mm. pour la conférence. Et c'est vraiment dans les locaux de la conférence, hein, c'est organisé par Devox. D'accord. Sinon, on est présent sur LinkedIn un petit peu, ouais. On a une chaîne YouTube, mais qui n'est pas forcément très alimentée. On essaye de publier. Quand on arrive à faire des captations vidéo de nos meet-up, on les publie en général. Mais c'est pas systématique qu'on arrive à faire la captation. Voilà. Et sinon, on a un blog aussi qui est un peu naissant, qui n'a pas encore énormément de contenu, mais ça devrait. Notre objectif, c'est de le développer. Ouais. Top, top. Donc, si vous voulez essayer de rejoindre, plutôt parce qu'il y a une sélection dessus, une présélection, Staff 42, c'est sur LinkedIn. Il y a des trucs sur l'application Meetup aussi, non? Je crois avoir vu quelque chose. On organise nos meet-up via le site Meetup, application Meetup. D'accord. Oui, top. Trop bien. Alors, dans la continuité de ce qu'on disait sur la partie cloud providers et tout ce qui est platform engineering, je voulais avoir ton avis sur l'adoption des clouds européens sur les plateformes européennes. Tu penses que c'est assez mature pour répondre aux besoins, par exemple, que vous aviez chez Back Market, qui est un besoin qui est beaucoup plus avancé? Honnêtement, j'ai pas une vision hyper à jour sur les clouds européens, malheureusement, donc je suis pas sûr d'être capable de répondre sans me faire taper dessus après. Ouais, j'avoue que c'est un peu politique la question. Non, mais alors, c'est en train de devenir politique, et c'est ça que, enfin, c'est intéressant. Je le regrette, mais c'est quand même intéressant parce que ça nous permet de nous repositionner, nous, dans nos... Alors, j'utilise toujours le mot ingénieur parce que c'est la traduction de engineer en anglais, et ça n'a pas tout à fait la même distinction. En France, c'est un côté, c'est un titre, il faut le diplôme et tout machin, alors que c'est plutôt un rôle aux États-Unis. Donc, j'utilise plutôt dans le sens de c'est un rôle. Ouais. Mais ça nous rappelle que nous, ingénieurs, on doit avoir un avis sur ces choses-là parce qu'en fait, choisir un clouder américain aujourd'hui, selon les circonstances, selon ton cœur de métier, ça peut présenter un risque pour ton business. Et on doit avoir un avis sur la question. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut faire du 1 pour 1, nous, on trouverait pas du 1 pour 1 chez un clouder européen. Je peux me tromper, je serais ravi de me tromper. Mais c'est vrai que, en particulier sur les services de base de données, où il y a beaucoup de choses managées et prépackagées qui nous permettent vraiment de faire beaucoup de choses. Et après, là, il y a les questions d'IA, c'est encore un autre sujet. Mais... D'accord, d'accord. Et là, quand on parle d'une plateforme qui est basée sur le cloud, est-ce que, parce que moi, quand on parle de plateforme engineering, je réfléchis toujours à tout ce qui est bar métal, gestion bas niveau, etc. Est-ce que le fait de travailler avec une approche cloud, est-ce que ça change le plateforme engineering? Est-ce que c'est un rôle où il y a des fonctionnalités qui sont totalement différentes du plateforme engineering on-prem? Est-ce que tu vois des mindsets différentes ou des états d'esprit différents? À la base, si vraiment tu pars de zéro, oui, parce que tu vas pas t'intéresser aux mêmes problèmes. Tu vois, les problèmes, ils sont en couche. Et donc, quand tu es sur un bare metal, nous, on a fait quelques expériences en bare metal récemment. C'est rigolo, c'est sympa à perdre dans le temps. On se rappelle que c'est 30 ou 40% plus rapide, que malgré tout, avec la virtualisation et La virtualisation, effectivement, ouais. les couches de sécurité qu'on a dû ajouter au fil du temps avec les failles, etc. On a perdu beaucoup de performance. Donc, ouais, une VM chez un cloud américain, c'est moins performant que du bare metal. Mais par contre, c'est vrai que tes applications sont capables d'aller demander une nouvelle VM comme ça, alors que si tu as du bare metal, tu vas avoir des trucs à construire toi-même pour être capable de faire ça. Alors, à moins après d'aller chez je sais que Scaleway le font, donc tu peux orchestrer un petit peu des machins, enfin des machines physiques. Mais par contre, alors j'ai pas fait de test avancé, mais je m'attends à ce que pour avoir la mise à dispo d'une machine physique, ça prenne un peu plus de temps que la mise à dispo d'une VM. Enfin, c'est la promesse, hein, en tout cas initiale. Et c'est pareil, une VM, tu peux la dimensionner pile poil à ce qu'il te faut pour ton application. Une application par métal, c'est pas forcément le cas. Donc, je pense que tu as des enjeux. Après, moi, il y a une entreprise américaine pour le coup, mais que je suis un peu, qui s'appelle, c'est la boîte de Brian Country, je sais pas comment il s'appelle.
où ils font un serveur bare metal. Enfin, en fait, ils font pas un serveur, ils font un rack, vraiment de type cloud provider, quoi, tout intégré avec. Et puis ils fournissent la couche logicielle aussi au-dessus pour piloter le réseau, le dimensionnement, etc. Je vais retrouver. Je crois que c'est revenu en scène, surtout avec tout ce qui est inférence pour les modèles LM. Il y a pas mal de startups, il y a pas mal d'entreprises qui ont commencé à commercialiser ce côté-là en hardware et le côté rack, qui forme avec une logique de cloud. C'est-à-dire, si tu as besoin d'un rack ou un truc, on peut te provisionner. Oui, mais je sais aussi, la boîte de Brian Canfield, c'est Oxide. Mais je sais aussi que quand tu vas louer un espace dans un data center Equinix, etc., ou je sais pas quoi, je sais aussi que le niveau de service n'est pas du tout le même qu'il y a 15 ans. Donc aujourd'hui, je ne sais pas exactement quel est le niveau de service, mais tout n'est pas forcément aussi manuel que ça l'était à l'époque. Ouais, après, il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte. Il y a pas que le côté hardware, il y a aussi le côté on va dire, power, électricité à prévoir. Il y a pas mal de choses. Il y a des détails d'autorisation, etc., qui rentrent pas forcément dans Non, mais le il faut. Enfin, passer par un cloud provider, ça coûte beaucoup plus cher que si tu le fais toi-même, en théorie. T'as un pourcentage de comparaison? Non, très honnêtement, je ne l'ai pas. Et en plus, après, c'est très compliqué à calculer parce qu'il faut intégrer les salaires des gens qui vont bosser sur le dessus. Mais en fait, c'est des boîtes. Google, par exemple, il marge à 80-90% sur la search. Je sais que ce n'est pas le cas sur le cloud computing, mais ils ne viennent pas pour faire des marges à 20%. Sachant que derrière, ils ont des milliers, des dizaines de milliers d'ingénieurs très bien payés qui travaillent dessus pour construire des couches logicielles, etc. Voilà, ces choses-là ont un coût, mais c'est aussi parce qu'il y a une valeur quand même derrière, quoi. Il faut pas se mettre le doigt dans l'œil. Le fait de pouvoir, et ça pour le coup, les clouds européens savent le faire, mais le fait de pouvoir demander une VM à la volée et de ne pas avoir à t'occuper de tout l'aspect physique, de tout l'aspect capacity planning, de tout l'aspect de power, comme tu disais, etc., ça a de la valeur. Sinon, nous, une boîte comme Back Market, il faudrait qu'on ait des équipes dédiées à ces choses-là. Et aujourd'hui, on peut se permettre de pas l'avoir, quoi. Et comment ça se passe côté observabilité sur le cloud? Vous utilisez des observabilités, des outils qui sont fournis par le provider, ou vous avez une approche qui est différente, qui est externe? Non, nous, on utilise un provider externe. Ouais. Alors, parce que j'étais récemment dans un meetup sur la partie observabilité, et il y avait quelqu'un qui a parlé de combien de logiciels ou de plateformes d'observabilité les gens utilisent, ou les organisations utilisent en moyenne. Et on se retrouve généralement avec 5 plateformes. Est-ce que c'est le cas pour vous, ou vous êtes sur un truc unique? Non, ça dépend comment tu comptes, parce que si tu regardes, si on a des besoins très particuliers pour la sécurité, par exemple, ils vont avoir un outil dédié, etc. Mais sinon, globalement, nous, on n'en a qu'un. Après, il faut... Je sais pas à quoi on compare. Nous, Back Market, on est une boîte, on est, je sais pas, 300-350 ingénieurs, et globalement, on travaille que sur un seul produit. C'est notre marketplace et tout l'écosystème autour pour supporter une marketplace. On n'a pas de produits concurrents ou de produits indépendants, on n'a pas fait de rachat, on n'a pas... si on se compare à Carrefour ou Total, où ils vont avoir des divisions complètes avec des stacks IT complètement différentes, même si Total, ils ont 5 outils d'observabilité, si chaque entité en utilise qu'un, ils ne sont pas plus mal pour autant, parce qu'ils n'ont pas de corrélation à faire entre les données de l'entité A vers l'entité B, etc. Alors peut-être qu'ils perdent un peu en pouvoir de négociation avec leur provider, mais c'est pas un truc qui est dramatique. Disons que pour une entité comme ça cohérente, donc soit pour une entreprise comme Back Market ou pour une division dans une entreprise plus grosse, c'est quand même vraiment mieux d'avoir tout au même endroit, parce que il y a sûrement des économies d'échelle, mais c'est surtout qu'à un moment, tu vas vouloir faire de la corrélation. T'as pas envie que tes ingénieurs ils prennent la peine d'apprendre 5 outils. Ils vont forcément en connaître un mieux que l'autre. Alors du coup, ils vont l'utiliser même quand c'est pas idéal, ou qu'ils passent 5 minutes en début de chaque investigation à se demander ah oui, elles sont où les données dans ce cas-là déjà? C'est juste pas efficace. Ouais, je pense que la raison derrière le fait d'avoir plusieurs providers, c'est que chacun il est spécialisé dans un domaine. Par exemple, je vais mettre Metrics sur un truc parce que c'est Time Series Optimized, je vais mettre les trucs parce que c'est Search Optimized pour les logs, etc. Et ça permet d'avoir une performance qui est optimale sur chaque pilier.
mais en même temps, c'est une sorte de distraction, comme tu as dit, pour les ingénieurs. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai plusieurs outils qui sont optimisés pour chaque cas d'usage, mais le fait de chercher ou de voir dans plusieurs outils, c'est aussi une perte de temps. Donc indirectement, c'est une perte Ouais. d'investissement. C'est ça, et puis ça veut dire aussi que tu payes, ça te force. Alors, malgré tout, c'est encore l'approche principale des grands fournisseurs d'observabilité, mais ça te force à payer plusieurs fois pour tes données. Parce que finalement, quand tu penses à une trace, c'est quoi la différence entre une trace et un log? Bah, c'est pas évident. Une trace, c'est un log structuré, tu rajoutes un span ID, un trace ID pour pouvoir faire le lien. Ouais. Mais si tu as envie de rajouter un champ log ou info ou ce que tu veux, tu peux le rajouter dans ton span courant et pas le mettre dans un log. La vraie différence derrière, c'est que les logs, souvent, ils sont indexés. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très très cher et peu efficace d'indexer des terras de logs pour une valeur qui est souvent limitée, parce que la quantité de logs qu'on émet est quand même souvent très supérieure à ce qui est strictement nécessaire. Mais Ça, du coup, c'est beaucoup plus une approche, on va dire APM. Quand on parle d'une approche investigation, je crois que ça a de l'intérêt d'avoir une indexation, si je ne me trompe pas. en fait, ça dépend vraiment, mais quand ils pensent, là où je voulais en venir, c'est que souvent, trace, log, metrics, en fait, derrière, c'est la même donnée. Sauf que on l'a stocké dans des moteurs différents, des bases de données différentes, parce que la manière de la query est différente, justement. Mais en fait, c'est plus dû à une limitation technique qu'il y avait à l'époque. On ne sait pas, tu vois, query sur du texte efficacement ou je ne sais pas quoi. Que fondamentalement une différence qualitative sur la donnée qui justifierait de les traiter différemment. Aujourd'hui, tu as des fournisseurs d'observabilité qui sont capables, tu vois, tu t'envoies toutes tes traces là-bas et les métriques, tu n'envoies pas de métriques, ils vont te calculer les métriques sur les traces. D'accord. Et quand on parle on va dire, d'observabilité ou de plateforme engineering, il y a l'approche, on va dire, plutôt l'objectif d'être vendor agnostic. Comment tu vois tout ce qui se passe dans l'espace d'observabilité, l'espace de plateforme engineering, surtout avec tout ce qui est télémétrie, etc. Tu vois qu'il y a... Ça vaut le coup. Observabilité en particulier, c'est hyper intéressant parce que c'est un monde où on aurait pu se dire il y a 4-5 ans que c'était terminé, qu'on avait les vainqueurs et ça ne bougerait pas. Et en fait, aujourd'hui, c'est un monde qui est peut-être plus vivant que jamais. Et en partie, pour la raison que je disais avant, en fait, on a passé, on va dire, la deuxième moitié des années 2010 à se dire 3 piliers, log, métrique, trace, etc. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien l'historique de tous les vendeurs d'observabilité connus, ils sont d'abord spécialistes soit dans les logs, soit dans les traces, soit dans les métriques, et ils ont fini par converger pour essayer de faire un peu tout. Mais souvent, les produits sont un peu mieux dans leur cœur de métier originel, en fait, si tu compares aux autres. Et donc, au début, ils avaient tous un peu leur protocole particulier pour collecter de la donnée. Aujourd'hui, OpenTelemetry est arrivé et va consolider tout ça, et c'est hyper important parce que, en fait, si tu regardes, tous les nouveaux providers n'ont plus de protocole maison pour collecter de la donnée. Ils ingèrent OpenTelemetry, point barre. Donc ça, pour moi, c'est acté, c'est en train de devenir un standard, et même si tu utilises des providers qui utilisent leur propre collecteur, mon conseil, ce serait vraiment de passer sur OpenTelemetry, parce que sans ça, l'adhérence que tu as à ton provider, elle est énorme, et tu es quand même très captif de ta relation commerciale avec eux, quoi. Et ça, c'est quelque chose que... Et je crois que ça va aussi améliorer un peu la compétitivité dans l'espace, c'est-à-dire que les gens ils vont beaucoup plus se concentrer sur la performance et comment réduire les coûts, et non pas sur comment loquer les gens sur le logiciel. Et puis on va pas se mentir, je ne vais pas donner de nom, mais je pense il y a deux raisons qui font que ce milieu est redevenu très vivant aujourd'hui. La première, c'est que les acteurs dominants ont des politiques tarifaires qui sont délirantes. Faut pas dire autre chose. C'est une première part. Et ensuite, il y a eu des progrès technologiques. Les progrès technologiques, si on regarde bien, je pense qu'une des premières boîtes qui s'est engouffrée dans le truc, c'est Honeycomb. Honeycomb, en fait, ça a été créé par des anciens de Facebook, si je ne dis pas de bêtises. Et ils ont voulu reproduire ce qu'ils avaient chez Facebook. Et eux, ils ont fait un truc qui est globalement la chose qu'on dit aux startups de jamais faire, c'est qu'ils ont créé leur database à eux pour supporter leurs besoins.
Et du coup, ils ont aussi unifié cette couche de stockage, log, trace métrique, dans ce data store qui est capable de correspondre à leurs besoins. Ensuite, on a eu ClickHouse. ClickHouse est capable aussi de faire ça. Et aujourd'hui, on a beaucoup de systèmes d'observabilité où en fait, on envoie tout dans ClickHouse. Et après, soit il y a des vendors qui ont fait des trucs. Je pense à des boîtes comme Signos, par exemple, qui est clairement un ClickHouse managé avec une UI à eux, quoi, le control plane est à eux. Mais on peut aussi lire dans Grafana. Grafana, ils ont des data sources ClickHouse. Et donc voilà, on a ça, c'est des technologies. Et après, on a maintenant une nouvelle génération. J'avais rencontré les gens de chez QuickWit qui faisaient ça déjà à l'époque, mais ils se sont fait racheter par Datadog. Et il y a d'autres Français qui se lancent un peu avec cette même approche, qui s'appelle Tsuga, si ma mémoire est bonne. Et le Mais en QuickWit, fait, si tu veux dire. ouais, en fait, eux, ils se servent de S3 comme backend de storage. Ouais, Ils envoient toutes les données dans S3. Ils envoient toutes les données dans S3, que ce soit trace, log, métrique, peu importe, en fait, parce que finalement, cette distinction, à partir du moment où tu la stockes au même endroit, cette distinction n'a plus vraiment lieu d'être, en tout cas à ce niveau de la stack, éventuellement dans ton produit, dans ton UI et control plane, et pourquoi pas, mais... Et du coup, ça permet forcément non seulement de réduire les coûts énormément, parce que c'est quand même un stockage qui n'est pas très cher, ça permet aussi à terme de dire aux gens, en fait, vos données d'observabilité, vous pouvez les garder chez vous. Genre le bucket S3 qui va avoir ces données, vous le gardez chez vous, et nous, on va trouver un moyen pour le query dans notre produit, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a ces deux raisons vraiment technologiques on avait des limites en fait, en termes de base de données pour query du texte, des métriques sur 15 mois et des traces, qui étaient trois besoins différents. Et ça en passe d'être résolu. On n'a pas encore de solution universelle, mais je ne sais pas si on en a besoin d'ailleurs. Et deuxièmement, je pense que les politiques de pricing des leaders ont laissé la place à une nouvelle génération de startups. Et donc c'est un champ que je trouve super intéressant à suivre en ce moment. Top. Je crois qu'on a pas mal parlé. C'est une petite dernière question peut-être sur la partie observabilité avant de finir sur cette partie-là. Si tu as des conseils sur la partie plateforme engineering, SRE, etc., à donner aux gens qui ont un produit, on va dire, qui est équivalent à ce que vous maintenez sur Back Market. En fait, moi, mon conseil là, que j'ai sur le platform engineering, c'est vraiment la clé. En fait, la clé dans tout ça, c'est vraiment d'aborder la plateforme comme un produit. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on doit réfléchir à nos utilisateurs et quelle interface, quelle abstraction on leur propose. Le but du jeu, c'est pas de leur exposer toute la complexité de la stack. On n'a pas finalement abordé le utility, Turonit et ce que ça pourrait impliquer, mais l'idée, c'est de dire aux gens, vous êtes responsable du code que vous écrivez en production. Quels sont les outils que nous, on vous apporte pour que ce soit raisonnable de dire ça? L'observabilité, c'en est un. Il faut que quand les gens ils déploient leur application sur la plateforme, tout de suite, s'ils émettent un log, une trace, une métrique, peu importe, ils savent où ils vont la retrouver et ils vont pouvoir s'assurer du comportement de leur code en production. S'ils ont besoin d'accéder à la production pour faire un certain type d'action, quelle qu'elle soit, il faut leur donner soit un outil qui le fait pour eux, soit un moyen sécurisé de le faire. Ouais. Okay. En quelque sorte, il faut rendre ta mission, c'est le fait de simplifier la vie aux développeurs, simplifier la vie aux gens qui Exactement. En fait, quelque chose qu'on oublie, c'est que souvent, quand on fait du platform engineering, nos utilisateurs, ils sont captifs. Il faut garder ça en tête et il faut se dire plutôt, non. En fait, à la place, imaginons que ces utilisateurs, on doit les convaincre de payer pour ce qu'on fait. Et s'ils ne sont pas convaincus, ils vont aller donner leur argent ailleurs. Et ça, c'est hyper clé. Parce que, par exemple, à chaque fois qu'on fait des changements, on le sait dans le platform engineering, on fait beaucoup de changements, on fait beaucoup de migrations, etc. Et la question qu'il faut se poser à chaque fois, c'est il faut partir dans l'idée de se dire, je ne peux pas mettre le fardeau de l'adoption de mon changement sur mon utilisateur. Parce que sinon, il va partir, en fait. Donc, au maximum, il faut essayer de faire en sorte que le changement soit transparent pour eux ou vraiment le plus facile possible. Il faut un certain sens du service. Le métier de platform engineer, c'est quand même de prendre une douleur de tes utilisateurs et de la prendre chez toi. Et donc, il ne faut surtout pas s'enfermer en disant « mais c'est pas juste, ils pourraient faire un effort, etc. » Ils ont aussi plein de problématiques à gérer de leur côté. Et la valeur qu'on crée en tant que platform engineer pour l'entreprise, c'est celle-là, en fait, justement. C'est de laisser les product engineers se concentrer sur là où ils apportent de la valeur
Et donc, nous, on apporte de la valeur en résolvant les autres problèmes, en leur mettant le moins de charge possible sur cette catégorie de problèmes. Top, trop bien, trop bien. Avant de mettre fin au live, j'ai 2 dernières questions pour toi. Allez. Ça n'a rien à voir avec Back Market et tout ça. La première, est-ce que ça a été assez spontané pour toi, l'expérience? Et la deuxième, c'est est-ce que tu as des recommandations pour moi côté, on va dire, communauté After Work et on va dire le podcast en général? Alors, oui, très bon. Moi, j'ai apprécié l'heure qu'on a passé ensemble. J'ai pas eu de soucis. Discussion qui était assez libre et fluide, donc c'était très bien. C'était quoi ta deuxième question? Est-ce que tu as des conseils pour moi pour le, on va dire, pour le format, pour les interactions, pour les questions? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce que tu vois des choses à changer? Écoute, je suis pas un grand expert dans l'audiovisuel et le podcast en particulier, mais je pense que non, mais je pense que ce qui est intéressant dans le format, c'est ouais, une discussion assez spontanée et où on laisse le temps. Enfin, moi, j'ai trouvé que j'avais tout le temps que je voulais pour m'exprimer. Et donc, si j'avais une complexité à creuser, je me suis pas senti pressé ou coupé. Je pense que ça fait partie des choses qui ont de la valeur dans les podcasts aujourd'hui, parce que c'est ce qui manque dans les médias grand public, les communications grand public. Donc, ouais, effectivement, ce que j'essaie de faire, c'est d'éviter un peu le format classique de présenter quelque chose ou d'avoir une question-réponse. C'est vraiment un format qui est libre. On peut parler de tout et de n'importe quoi en même temps d'une manière qui est détendue, etc. Guillaume, merci beaucoup pour ton temps. On a appris beaucoup de choses sur la plateforme engineering, sur le staff engineering, etc. Et peut-être pour une deuxième fois dans le futur. Bah écoute, quand tu veux, avec plaisir. Merci encore de m'avoir reçu. Je passe un bon moment. Ouais. Et donc, ouais, à bientôt, pourquoi pas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.